Des accidents causés à 90% par l'alcool et les stupéfiants, 60% par la vitesse et 40% en l'absence de permis de conduire. Notons aussi que 85% des usagers décédés ne portent pas la ceinture de sécurité, des victimes de la route âgées de 25 à 34 ans. Fait marquant, contrairement à l'année dernière, plus de la moitié des accidents mortels se sont produits en province nord. Depuis 2012, le nombre de morts sur les routes est aléatoire en Nouvelle-Calédonie. On compte 17 personnes décédées en 2013 contre 38 en 2014. En 2015, c'est moins 20% avec 25 personnes qui ont perdu la vie sur les routes. Cette année, à la même période, le pays est pratiquement au même point avec 23 morts. La Nouvelle-Calédonie reste néanmoins un des pays où les routes sont les plus meurtrières, avec en moyenne 24 accidents mortels pour 100 000 habitants contre 7,8 en métropole. Monsieur Lenné, vous commandez la gendarmerie de Koné. Il y a eu ce week-end encore un accident mortel à la tribu de Boyenne. Le nombre de morts sur nos routes est aujourd'hui à 24 morts. Pourquoi autant de morts sur les routes? Je constate comme vous et je déplore comme vous ce constat tragique. Encore des morts sur la route. Effectivement, le chiffre cette année est déplorable. Rien que pour la compagnie de Koné que je commande, nous sommes déjà à 10 morts. Alors que l'année dernière, il y en avait 2 fois moins à la même époque. L'année dernière, il y avait autant de victimes que cette année. Simplement, l'année dernière, les gens portaient davantage leur ceinture de sécurité. Et il y a toujours le même facteur premier dans nos accidents cette année, l'alcool au volant. Vous l'avez dit, les Calédoniens ne portent pas leur ceinture de sécurité. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ne portent pas leur ceinture de sécurité. En tout cas, s'ils la portaient, je pense qu'on n'aurait pas cet état dramatique aujourd'hui, ce nombre de tués qu'on a sur les routes, car tous nos tués ne portaient pas la ceinture de sécurité. Cette année, nous constatons que les morts, il y en a de plus en plus sur nos routes en province nord. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts en province nord? Effectivement, nous sommes déjà à 13 morts sur les routes de la province nord, dont 10 pour la seule compagnie de Koné. C'est énorme. Pourquoi? Je ne me l'explique pas. L'année dernière, c'était essentiellement sur la route territoriale numéro 1, sur la RT1, que nous constations les accidents. Cette année, c'est surtout sur les routes des tribus. Donc c'est au plus près de chez eux que les gens se tuent cette année. Ils sont alcoolisés, ils ne portent pas la ceinture. Le deuxième accident mortel donc, de ce week-end, il y avait 8 personnes dans un pick-up, un conducteur, 7 passagers. Le pick-up est sorti de la route. Le résultat est dramatique. Cette année, par rapport à ce chiffre déplorable de morts sur la route, est-ce que la stratégie au niveau terrain, au niveau répression va changer? La stratégie, elle est simple, intensification des contrôles, jusqu'à ce que les gens comprennent quoi? L'intérêt de porter la ceinture. Je préférerais qu'ils le fassent d'eux-mêmes, plutôt que ce soit par des contrôles renforcés, mais force est de constater que c'est par les contrôles que les gens comprennent la nécessité de s'attacher. Qu'est-ce que les gens risquent à rouler en état alcoolisé et sans permis de conduire? Ils risquent pour l'instant des amendes, ils risquent pour l'instant des condamnations, pas encore malheureusement la confiscation du véhicule. La commune de Koné travaille actuellement sur un projet de fourrière. On espère qu'il arrivera au second semestre de cette année, donc on espère bientôt. Une fois que la fourrière sera ouverte, ils auront la saisie, l'immobilisation du véhicule. Est-ce que vous avez un projet d'installer des radars automatiques? Je ne maîtrise pas cette question. Cette question, c'est la DI3T, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a certainement le projet d'installer des radars automatiques. Ce que je maîtrise, c'est que depuis une semaine, nous avons récupéré notre radar automatique embarqué pour la compagnie de Koné. Donc c'est un radar embarqué dans un véhicule et que dès la semaine prochaine, nous allons enfin pouvoir le réutiliser. Ce véhicule était en panne depuis plusieurs mois. Un casse-tête et une flèche fêtière, voici les symboles de cette toute première passation coutumière. Après 3 ans à la tête de l'ère Andjaro, l'ancien président, originaire du district de Moyalou, transmet ses fonctions. Je te remets là aujourd'hui. C'est de coutume. La casquette de l'air. Tu seras le président de l'air Andjaro, le président des 8 districts d'Andjaro. Monsieur Gaspard est le nouveau président de l'EA.
Pour recevoir ses nouvelles responsabilités, il est venu accompagné de son district, celui de Nyi, qui fait partie de la commune de Bouraï. Il faut du courage pour pouvoir être là tous les jours, être à la maison de l'air, présent tous les jours. C'est un travail qui dure, mais je l'assume. Lors du choix de leur nouveau représentant, M. Gaspard a fait l'unanimité. C'est les clans qui désignent des personnes dans leur clan, qui sont ensuite validées par le chef de clan et le conseil des chefs de clan. Après, qui vient au district, le district à son tour valide la personne. Voilà, c'est chaque district, au sein des chefs de clan, au sein des conseils des chefs de clan, qui décide qui va être leur président d'AIR. Les représentants administratifs ont été invités, mais aussi la communauté arabe et indonésienne. En souvenir de cette journée, des sapins, des kaoris, 2 grandes sculptures d'artistes de l'air, mais aussi ce bougna géant. Tu as vu comment elle est? Elle fait 2 mètres. Elle fait 80 cm de largeur. Gérer, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel de l'air, c'est le défi que le nouveau président devra relever. Le jardin de l'air à Diaro sera l'un des premiers projets à mettre en place pour le nouveau président. L'idée est d'avoir un champ principalement dédié à l'igname pour les prochaines manifestations coutumières. Ces 2 jeunes ont suivi le plan PEPIC, un programme provincial d'insertion citoyenne. Durant 3 ans, la mairie les a formés aux différents métiers techniques et leur a fait passer le permis poids lourd. À l'issue de ce programme, ils pensaient être embauchés. Il y a eu pendant 3 ans des promesses d'embauche. J'aimerais que ça bouge, qu'il y ait déjà qu'ils nous prennent tous les 2, parce que après pas forcément tous les 2, mais qu'ils prennent des gens de moins lourds, en tout cas. Et qu'ils nous prennent, quoi. Ça fait 3 ans qu'on travaille ici, puis il n'y a pas de réponse. On a travaillé pour rien, quoi. Pour les soutenir, ils sont une trentaine d'habitants, dont un employé municipal opposé à la décision prise par le maire d'embaucher une personne extérieure à la commune de Moindou. Le conseil municipal, il a voté un budget pour embauche des 2 personnes de la commune qui a été bien précisé, voilà, avec des expériences. Et j'espère que l'expérience elle est là aujourd'hui, parce que nos jeunes, ils sont là pour apprendre pendant les 3 ans, formés, chauffeurs de graders, chauffeurs de pelle de retour, chauffeurs de camions. Et je pense qu'ils sont opérationnels aujourd'hui. Ces inquiétudes et questionnements sont entendus par la mairie. 21 candidats ont été reçus en entretien par un jury d'entretien. Et donc à l'issue de ce jury, 2 candidats, bien sûr, étaient pressentis. Un premier candidat sur le poste d'OP1 s'est désisté pour raisons personnelles. Et la deuxième personne pressentie pour le poste de OS1, malheureusement, était juridiquement impossible à embaucher, puisque donc famille avec un adjoint municipal. Demain, lors du conseil municipal, le conflit sera intégré à l'ordre du jour. Si aucune solution n'est trouvée, les manifestants se disent prêts à durcir le mouvement et bloquer l'accès à la mairie. Assurance, permis de conduire, carte de profession, attestation des contrôles techniques à jour, kit de soins, lampe de poche ou encore extincteur, autant d'éléments que les transporteurs se doivent d'avoir pour être en règle. Carmen, transporteur depuis 16 ans, voit ces contrôles d'un bon œil. Moi, je suis d'accord quand il y a des contrôles de gendarmes, parce que sinon c'est du n'importe quoi. Puis prendre conscience que c'est des enfants, c'est pas des animaux qu'on a dans le car. Et pourtant, cette rigueur semble sous-estimée par quelques transporteurs, comme pour ce car, qui, bien que contrôlé la veille, présente les mêmes infractions qu'hier. La trousse de sécurité, tu l'as mis. Il n'y en a pas. Cherche pas, il n'y en a pas. S'il y en a une, elle est dépassée. La lampe individuelle, tu l'as. Ça, c'est les trucs de... C'est la lampe de ça? Oui, voilà. Elle fonctionne, il y a une pile dedans, il y a plus. Allume la voie. Eh bien, dis donc, si avec ça tu vois quelque chose, tu es champion du monde. Ok. Bon, allez, aujourd'hui c'est avertissement, parce que normalement c'est des sanctions. Plus grave,
Des transports présentent des défauts techniques inquiétants, des freins défaillants. Bien souvent, ce sont des salariés d'un employeur et il appartient à cet employeur de vérifier avant tout la conformité tant de ses personnels que de ses véhicules. Donc ce qu'on retient, c'est que globalement les véhicules sont en bon état, mais certains malheureusement sont en mauvais état. Ces contrôles sont l'occasion aussi de rappeler des règles de conduite aux plus jeunes. Prendre les habitudes dès le plus jeune âge, c'est aussi la mission que se fixe la Direction de l'enseignement de la formation de l'insertion des jeunes, la DEFIJ, avec notamment les jeunes de la maison familiale rurale. Aujourd'hui, ils assistent à un contrôle technique. L'objectif, sensibiliser les potentiels futurs conducteurs à l'importance des véhicules en bon état. Pour les transports, ces contrôles techniques se font tous les 6 mois. Ces exercices pratiques vont porter leurs fruits. Je ne suis pas pessimiste. Je pense que l'accidentologie peut vraiment diminuer en Nouvelle-Calédonie à partir du moment où elle est prise dès le plus jeune âge avec un continuum éducatif mis en place le plus tôt possible. La DEFIJ prévoit de pérenniser et d'intensifier ce type d'activité en province Nord. Voici à quoi ressemble un recycleur. C'est cet appareil qui sert à respirer sous l'eau, très différent des bouteilles de plongée traditionnelles. Tout se passe en circuit fermé. L'air expiré est capté par des cartouches de chaux. Une fois recyclé, l'appareil redistribue de l'air sain dès la prochaine inspiration. L'énorme avantage du recycleur, c'est qu'il permet aux plongeurs de rester plus longtemps sous l'eau. Par exemple, avec 2 bouteilles de 3 litres, ils peuvent rester 3 heures. Et puis, ils peuvent aller plus en profondeur, jusqu'à 200 mètres. Enfin, le temps de décompression est totalement réduit. Depuis les années 90, beaucoup de plongeurs scientifiques et professionnels de l'image sous-marine privilégient l'utilisation de cet appareil, car il est très silencieux et qu'il ne fait aucune bulle, de quoi être totalement invisible. L'inconvénient, c'est que comme toute machine, le recycleur peut tomber en panne. Il demande donc beaucoup d'entretien. Et puis, pour l'utilisation de cet appareil, une formation est indispensable. En 2014, c'est un plongeur calédonien expérimenté professionnel qui est victime d'un accident de plongée en lien avec le recycleur. Les équipes de secours vont tout de suite l'orienter vers des soins à l'aide du caisson hyperbar. Le MRCC va prendre contact avec le médecin hyperbar du CHT, avec le SAMU, en disant voilà, il y a accident de plongée ou suspicion d'accident de plongée, et le CHT décidera ou non d'envoyer un accidenté au caisson hyperbar pour qu'il soit pris en charge pour recevoir un traitement. On est dans le caisson, on va lui mettre un masque et avec ce masque, il va respirer de l'oxygène pur 100%. Il va respirer de l'oxygène pur 100% qu'on va régler avec ce débit-litre. Donc pendant toute sa séance, il va être sous masque 100%. Il faut savoir que dans l'air, il y a 21% d'oxygène, 79% d'azote. Le patient, lui, va respirer du 100%. Et quand il sera à 18 mètres, il aura 2,8 de pression partielle d'oxygène. C'est le maximum admissible en médecine hyperbar. C'est-à-dire qu'on sature le corps vraiment en oxygène pour dénitrogéniser le sang. Voilà. Et ce gaz à 100%, il l'expire à l'extérieur du caisson pour des raisons de sécurité. Dégénitroniser, c'est donc évacuer l'azote qui s'est libéré avec la surpression du sang. Au total, le patient aura passé 5 heures à 18 mètres et 9 mètres. Jacques, originaire de Wailou, est caporal-chef première classe de la section. Aujourd'hui, Jeffrey et lui sont très heureux de revenir sur leur terre pour contribuer à la construction de la dalle qui permettra de prolonger la maison commune. À travers leur parcours, ils souhaitent montrer l'exemple à leur jeunesse. Revenir sur ces terres et puis d'aider les gens de chez nous. Et puis partager la culture avec mes collègues qui sont là. Et c'est une certaine fierté aussi de véhiculer cette image à nos cousins, nos frères. Que voilà, à travers l'armée, on peut s'en sortir aussi. Pour moi, quand je suis arrivé le premier jour, ça a été un peu un coup de blues parce que bon, je sais que je faisais partie encore de tous ces petits jeunes qui étaient là il y a 7 ans en arrière. Et puis au jour d'aujourd'hui, j'arrive là avec le treillis. Et pour ma famille, déjà, c'est une grande fierté.
Ils n'ont pas seulement aidé à la construction de cette dalle, la population a profité de leur venue pour leur faire faire plusieurs travaux divers. Il y a eu du bois à couper, il y a du bois à ramasser, hein, des petits travaux, disons, d'assainissement. Voilà. Tout ce qu'on peut leur proposer, parce qu'ils ont juste 4 jours. Ils restent jusqu'à 4 jours avec nous, et après ils s'en vont. Bon, on fait avec le laps de temps qu'on a avec eux. Le RIMAP n'aide pas au financement des chantiers dans la tribu. La section apporte uniquement la main-d'œuvre pour les différents travaux. Par contre, ils offrent une participation financière aux mamans de la cuisine qui est de 60 000 francs par jour. Avec ça, voilà, on leur achète ce qu'il y a à acheter, les mamans elles emmènent les produits vivriers, on donne un coup de main. Voilà. Après, ça sera peut-être partagé entre nos jeunes qui sont ici, parce que faut savoir que dans la tribu, il n'y a pas beaucoup qui travaillent, quoi. Ce chantier marque le début des préparations pour le congrès de l'Union calédonienne qui aura lieu à cet endroit même au mois de novembre. Avec la construction du nouveau collège de Payamboué, Enercal a dû revoir la configuration de ses réseaux électriques. La configuration précédente ne pouvait assurer plus longtemps la consommation du nouveau collège avec celle des foyers de la zone où la demande ne cesse d'augmenter. Pour résoudre cette situation, la société a enlevé ces 2 boîtes grises appelées transformateurs. Comme son nom l'indique, cet objet sert à transformer les 33 000 volts du réseau haute tension en 230 volts distribuables aux collectivités. Ainsi, pour la dizaine de techniciens, pas le droit à l'erreur. Lors de la préparation du chantier, le levage des supports béton, il y a énormément de risques, quoi. Il y a des risques de chute de hauteur, comme on travaille en hauteur aussi. Ainsi viennent remplacer ces 2 transformateurs, un autre placé devant le collège. Celui-ci est plus performant et a la capacité de couvrir toute la zone à lui seul. D'autres opérations de ce type seront à venir dans la zone, lors notamment de la livraison du centre hospitalier du Nord. En 2011, à Koné, on comptait 1831 abonnés contre 2835 en février 2016, soit une hausse de 54,8% en 5 ans. Bien, bonjour à tous et bienvenue à bord du Nirvana. Je suis Gilles, le skipper et propriétaire du bateau. Christelle, ma compagne, qui sert d'équipière pendant la saison des baleines. Aujourd'hui, Gilles et Christelle accueillent 9 passagers sur leur catamaran. Il est environ 8 heures et tous se préparent pour une longue journée de whale watching. 2 autres catamarans sont également partants pour cette journée d'observation de baleines. Moi, je ne devais pas sortir aujourd'hui. Mais comme lui était pratiquement plein, lui pas mal, donc on a décidé de me faire travailler alors que j'étais prévu plutôt de repos. On a un planning extrêmement précis, rigoureux, et comme ça il n'y a pas de couac. On sait qui travaille tel jour. Alors qu'il y a un peu plus de monde, c'est une bonne nouvelle. C'est habituel ou pas? C'est-à-dire par rapport aux saisons passées Pour l'instant ça se présente mieux, oui. Ça se présente mieux que l'an dernier. Pour embarquer dans cette aventure, il faut compter environ 10 000 francs en semaine pour 12 000 francs le week-end. Chaque année, ils sont entre 4 000 et 5 000 personnes à monter à bord de ces 14 bateaux qui se partagent le marché. Mais contre toute attente, la saison des baleines n'est pas, selon Gilles, la période qui rapporte le plus. En termes de chiffres, la saison des baleines, pour nous, représente à peu près 25 à 30% du chiffre d'affaires annuel. À savoir que, par exemple, décembre-janvier, là, ça représente pas loin de 50% du chiffre d'affaires annuel. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, les gens sont en vacances, et là, parfois, on n'a pas assez de bateaux pour faire face à la demande des gens qui veulent partir en croisière. Pour Gilles, le whale watching représente plus qu'un apport financier. Depuis qu'on a monté cette association, ce groupement, on s'est aperçu qu'on avait tous une réelle passion pour les baleines, c'est-à-dire que quand on les voit de temps en temps à la télé, d'accord, c'est qu'une baleine, mais quand on est en contact des animaux tous les jours, on finit par affiner la perception et par pratiquement les comprendre. C'est un petit peu prétentieux. Malheureusement aujourd'hui, les baleines étaient trop loin pour être visibles. Si comme Bounia, le chien de Gilles et Christelle, vous souhaitez être à la meilleure place pour observer les baleines, il vous reste environ 1 mois et demi pour tenter de les voir avant qu'elles ne quittent nos eaux calédoniennes. En quête d'identité, c'est dans ce contexte que le Kaneka est apparu. En 1986 à Canala, durant la période des événements,
K pour cadence, Né pour naissance et K pour Kanak, baptisent ce rythme déjà chanté dans les 4 coins du pays. La réflexion elle était de dire quelle sera la jeune musique kanak. Vous voyez, ça c'était la vraie question qu'on s'est posée à Kanala à ce moment-là, qu'on est en train d'avancer, il y a un drapeau et la musique kaneka elle est là où elle est. Durant les années 80, le kaneka était une manière pour les artistes de mener une revendication active. Pour la diffusion du message, Radio Dido a joué un rôle important. La radio, elle a pour mission de porter et de promouvoir ce qui vient de l'identité kanak. Le kaneka faisant partie de cette identité, c'est logiquement qu'on a fait la promotion de cette musique à partir du moment où elle a été mise dans l'espace public. La valorisation du travail des artistes passe aussi par la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de la Nouvelle-Calédonie. Nous, notre mission, quand on s'est créé en 2004, c'était de convaincre d'abord les gens, les convaincre du fait que la musique jouait un rôle important dans leur activité, qu'on soit une boîte de nuit, qu'on soit une radio, et de faire en sorte qu'ils puissent, eux, rémunérer à juste titre ceux qui finalement participent à leur activité, en l'occurrence ceux qui créent la musique. Depuis lundi, les artistes du pays sont rassemblés à la tribu de Nanwe à Kanala, où se déroulera ce samedi le 30e anniversaire du Kaneka. Pour Sweetas, c'est son dernier entraînement avant le jour J. Du haut de son 1,70 m et de ses 600 kg, ce pur sang anglais est annoncé favori ce dimanche pour la Coupe Clark. C'est un des seuls ici, moi, en tout cas physiquement, sur les chevaux locaux, par rapport à son gabarit, qu'on pourrait comparer aux chevaux de course en France, parce que il est vraiment taillé comme un vrai cheval de course. Il a la hauteur, la longueur, il a tout le physique. Au-delà de sa carrure de champion, il peut parfois se montrer imprévisible, surtout au moment du départ. Aujourd'hui, c'est un cheval qui, quand il prend le départ, on est pratiquement sûr d'être premier, deuxième, troisième. Après, il y a toujours ces petits trucs de est-ce qu'on va prendre le départ ou pas. Pour l'instant, aujourd'hui, voilà, ça se passe bien, il l'accepte et puis sur 4 courses, il a déjà 3 victoires. Sweetas devra mettre au défi ses adversaires. Monty Star, magistral du Cap, qui comme lui sont annoncés dans le trio de tête. Sweetas sera-t-il le gagnant de la mythique Coupe Clark? Réponse ce dimanche à l'hippodrome Henri Millard.